Le sida est une terrible menace, mais la peur n'a jamais arrêté une épidémie. Mieux vaut s'informer pour se protéger tant que la science n'aura pas résolu ce grave problème. Le sida est une maladie transmissible mortelle. Le mot sida signifie syndrome d'immunodéficience acquise, soit une diminution du système de défense de l'organisme provoquée par un agent extérieur. Le système immunitaire, protection de l'organisme contre les microbes, ne fonctionne plus. Des germes, d'habitude inoffensifs, deviennent mortels pour le malade. Le sida est causé par un virus. En 1983, les chercheurs français de l'équipe du professeur Luc Montagnier ont mis en évidence l'agent responsable du sida. Il s'appelle VIH, soit virus de l'immunodéficience humaine. Stop. Voyons d'abord comment fonctionne un virus. Le corps humain est comme un mur, fait de briques. Une multitude de briques, ce sont les cellules. Elles sont constituées de deux parties. Le cytoplasme, contenu dans une membrane, et le noyau, qui est l'usine qui dirige l'ensemble. Dans ce noyau se trouve l'ADN, une sorte d'encyclopédie, qui contient toutes les informations nécessaires pour construire un être humain. Dans chaque cellule, l'encyclopédie est ouverte à une page précise. La cellule ne pourra lire que ce qui concerne la page ouverte. Elle ne sait rien des autres pages. Bien entendu, dans chacune des cellules, l'encyclopédie n'est pas ouverte à la même page. Un virus, c'est un message pirate, une fausse page qui vient se glisser dans l'encyclopédie. Les cellules ainsi squattées vont se mettre à confondre la recette donnée par le virus à celle qu'elles devraient normalement effectuer. En fait, elles vont se mettre à fabriquer du virus. Quand la cellule a fabriqué beaucoup de virus, elle explose, libérant les squatteurs qui se dépêchent d'aller s'installer ailleurs, et ainsi de suite. Le virus s'attaque notamment à une certaine catégorie de globules blancs, les lymphocytes T4, qui sont en quelque sorte les chefs d'orchestre des défenses du corps. Lorsque le système de défense est détruit, cela peut provoquer en quelques années l'apparition de différents troubles ou maladies. Des diarrhées, des fièvres, des ganglions, des mycoses, la tuberculose, une toxoplasmose cérébrale, un sarcome de Kaposi, une pneumocystose pulmonaire et encore beaucoup d'autres infections aux noms imprononçables. Lorsque les globules blancs sont attaqués, ils fabriquent des anticorps. Ce sont eux que l'on repère lors d'un test sanguin. Lorsqu'on détecte des anticorps anti-VIH dans le sang d'une personne, c'est donc qu'elle a été en contact avec le virus. Elle est dite séropositive. On peut rester séropositif pendant des années sans le savoir et sans être malade. Durant toute cette période, il est possible de transmettre la maladie par négligence ou ignorance. D'où le développement très rapide du sida dans le monde. Fin 88, il y avait en France un peu moins de 5000 cas. En décembre 89, près de 10 000. Le sida n'est pas transmissible dans la vie courante. Le virus peut se transmettre sous certaines conditions, par rapport sexuel, par échange de sang, ou de la mère à son enfant. Le virus du sida se transmet entre partenaires lors de rapports sexuels sans protection. Les contacts directs entre le sperme ou les sécrétions vaginales contaminées et les muqueuses sexuelles permettent le passage du virus dans l'organisme. Le virus du sida ne peut pas envahir le sang d'un partenaire simplement par la peau. Une transmission n'est possible qu'à certains endroits précis, le vagin, le pénis ou la muqueuse de l'anus. Par tout contact non protégé du sperme ou des sécrétions vaginales contaminées avec le pénis, le vagin,
l'anus ou la bouche, il existe un danger d'infection. À l'occasion de chaque rapport sexuel sans protection avec des individus VIH positifs, le virus du sida peut être transmis d'homme à femme, de femme à homme, d'homme à homme. Un seul rapport sexuel avec un ou une partenaire infectée peut suffire à transmettre le sida. La contamination est une chaîne. Connaissez-vous les autres maillons? Pour se protéger, préservatif, capote anglaise, capote française, gomme ou aussi chemise de Vénus. C'est une membrane en caoutchouc que l'on roule par-dessus le pénis avant un rapport sexuel. Le préservatif empêche le sperme d'entrer dans le vagin, l'anus ou la bouche. Si le préservatif est utilisé dès le début, il prévient d'une grossesse, des maladies sexuellement transmissibles, de l'infection du sida. On peut facilement se procurer des préservatifs dans les pharmacies, les grands magasins, les tabacs, les discothèques. Pour utiliser les préservatifs correctement, utilisez seulement des préservatifs avec un emballage intact. Choisissez de préférence des préservatifs portant la norme NF. En ouvrant l'emballage, n'abîmez pas la membrane extrêmement fine. Attention aux onglets longs et aux bagues. En le roulant par-dessus le pénis, laissez un espace vide au bout. Comprimez cette partie avec 2 doigts afin qu'elle ne contienne plus d'air. Utilisez éventuellement des modèles munis d'un réservoir. Déroulez toujours toute la membrane. N'utilisez que des crèmes lubrifiantes solubles à l'eau. Les crèmes contenant de la graisse ou de l'huile peuvent dissoudre le caoutchouc et ainsi empêcher la protection. En retirant le pénis, tenez bien le préservatif. Prévenez ainsi l'évacuation du sperme dans le vagin. Dans l'ensemble, les préservatifs sont résistants et ne sont pas percés. Bien sûr, le préservatif peut paraître cher, mais 3 préservatifs, c'est le prix d'un jus de fruits. Une boîte, c'est une place de cinéma. N'utilisez les préservatifs qu'une seule fois. Jetez-les dans la poubelle, jamais dans les toilettes. Une deuxième voie de contamination, la transmission de la mère à son enfant. Lorsqu'une femme est séropositive et enceinte, il y a environ 30% de risque que son enfant soit porteur du virus à la naissance. Troisième voie de contamination, l'échange de seringues entre toxicomanes. L'injection de drogue, en dehors des dangers liés aux produits utilisés, favorise la transmission de maladies comme l'hépatite virale et maintenant le sida. Dans les seringues se trouve toujours une quantité minime de sang après usage. Si ce matériel a été utilisé par une personne séropositive, il y a des risques réels d'infection lors d'un emploi en commun. Dans ces conditions, une seule injection peut suffire à transmettre le virus du sida. Beaucoup d'estimations concordent. Plus de la moitié des toxicomanes par injection sont séropositifs. Pour les toxicomanes, une conclusion s'impose. N'échangez pas les seringues. Le mieux est encore de ne pas se piquer du tout ou de se libérer de la dépendance. Le sida ne se transmet que par échange sanguin, contact sexuel ou de la mère à son enfant. Tous les gestes de la vie quotidienne ne présentent aucun risque. Embrassade, poignée de main, usage en commun de couverts, du téléphone, une soirée entre amis, le linge, les toilettes, les transports en commun, au restaurant, à la piscine, en classe, sur le lieu de travail. On ne peut pas être contaminé en donnant son sang, le matériel est stérile et à usage unique. Le risque de contamination est infime en recevant du sang lors d'une transfusion, puisque tous les échantillons de sang sont testés depuis 1985 et qu'une visite médicale est effectuée avant chaque prélèvement. Le dépistage permet de savoir si l'on est ou non contaminé par le virus du sida.
C'est un acte volontaire qui ne doit pas être effectué à l'insu d'un patient. C'est un acte grave. Toute personne qui se fait dépister doit être en mesure d'assumer l'angoisse d'un diagnostic positif. Il peut se faire dans un laboratoire, par l'intermédiaire de son médecin ou dans chaque centre de dépistage départemental de façon anonyme et gratuite. Si le test ne protège pas de la contamination, il est néanmoins un acte responsable vis-à-vis des autres et de soi-même. Les séropositifs ou les malades du sida font souvent des expériences pénibles dès qu'ils parlent ouvertement de leurs problèmes. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur partenaire, leur travail, leur appartement, leurs amis. Même leur famille parfois les rejette. Il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un malade du sida, de l'éviter ou de lui refuser notre aide. Seul un rapport sexuel sans protection est à éviter. Même si certains traitements sont porteurs d'espoir, être séropositif ou malade du sida amène des questions, des doutes sur l'avenir, la mort. C'est alors qu'on a le plus besoin de chaleur humaine. Beaucoup de malades craignent le dépistage systématique et la levée de l'anonymat, et bien plus, l'isolement et les méthodes de contrainte prônées par certains, ce qui ne ferait que déplacer les problèmes et ne réglerait rien. En effet, de telles mesures ne pourraient que pousser les malades, vrais ou supposés, vers la clandestinité ou même à des actes de désespoir. Un marché noir des certificats de séronégativité ne tarderait pas à apparaître, s'il n'existe pas déjà devant les mesures prises dans certaines professions ou certains pays. En outre, ces mesures susciteraient l'illusion de la sécurité, ce qui mènerait tout de suite à la diminution de la conscience du risque et à une progression accélérée du sida. Enfin, il est inconcevable de prétendre enfermer plusieurs centaines de milliers de personnes, ou même de les tatouer comme certains l'ont proposé. Les malades du sida doivent être pris au sérieux, traités avec tous leurs droits, comme n'importe quel être humain. À ce titre, ils doivent recevoir la même assistance, la même qualité de soins que n'importe qui, ainsi que notre amitié et notre compréhension. Bien sûr, il n'y a pas que le sida. Rien n'est plus important que la faim pour celui qui en souffre, que les libertés pour ceux qui en sont privés, que l'emploi pour celui qui est au chômage. Toutes ces causes sont justes et défendables, et nous sommes tous concernés. Mais devant le sida, chacun est responsable, et c'est à chacun d'y réfléchir. Yeah, I wanna be